Vous êtes bien sur Média Cyrenea. Nous allons inaugurer une série d'émissions sur une page célèbre de ce que les Russes appellent la guerre patriotique, la Grande Guerre patriotique, le siège de Leningrad. Tout d'abord, et je vais essayer de présenter cet épisode, cette page de l'histoire russe, du point de vue russe. Et vous remarquerez qu'il y aura des différences avec la perception que nous en avons ici en France, ou en Europe de l'Ouest. Tout d'abord, je voudrais vous lire, une déclaration du métropolite Serge du 22 juin 1941. C'est une allocution que le métropolite a prononcée à la radio. Je cite : « Les bandits fascistes ont attaqué notre patrie, bafouant les traités et les promesses. Ils sont tombés sur nous à l'improviste, et le sang de citoyens paisibles abreuve maintenant notre terre natale. C'est le retour des temps de battus. » Alors c'est une allusion ici à une invasion qu'a subie la Russie au XIIIe siècle par le camp. C'est le retour des temps de battus, des chevaliers teutoniques, de Charles de Suède, de Napoléon. Les misérables ennemis, descendants de nos ennemis de la chrétienté orthodoxe, veulent tenter à nouveau de mettre notre peuple à genoux devant l'injustice, de le contraindre par la force brutale à sacrifier le bien et l'intégrité de notre pays, les liens d'amour scellés par le sang qui nous unissent à notre patrie. Mais ce n'est pas la première fois que le peuple russe doit subir de pareilles épreuves. Ainsi, avec l'aide de Dieu, cette fois encore, il réduira en poussière les forces ennemies. Nos ancêtres n'ont pas perdu courage dans les situations encore plus graves, parce qu'ils pensaient non à des dangers ou à des avantages personnels, mais au devoir sacré envers leur patrie et leur foi. Ils ont vaincu. Ne nous faisons pas honte à leur nom sacré. Aussi, nous sommes orthodoxes, nous sommes de la même famille, par la chair et par la foi. Voilà la déclaration du métropolite lors du début de la guerre. Je voudrais maintenant vous citer un texte publié dans une revue, l'Histoire russe, de l'archiprêtre Igor. Et c'est un texte de 2010. Nous avons vu que dès le 22 juin 1941, le premier à s'adresser au peuple russe pour l'encourager à la résistance fut non pas Staline, mais le métropolite. L'Église orthodoxe russe a toujours eu une position claire durant la guerre. Le sentiment patriotique devait primer. Elle appelait les fidèles, ainsi que tous les citoyens russes, à défendre la patrie, faisant fi des répressions dont elle avait été victime, ainsi que de la politique anti-religieuse menée par le pouvoir. Dès 1941, des centaines de prêtres et d'évêques ont été libérés des camps
et des prisons, et ont ainsi pu rejoindre les rangs de l'armée. Certains d'entre eux ont même reçu des décorations. Staline, reconnaissant, a reçu au Kremlin le 4 septembre 1943 le métropolite Serge de l'Église orthodoxe russe. Suite à cette rencontre, l'URSS a assoupli sa politique antireligieuse. On a alors procédé à l'élection d'un patriarche. L'Église orthodoxe venait également en aide aux soldats en leur offrant des provisions, des vêtements et des armes. L'Église orthodoxe collectait des fonds à l'étranger pour soutenir l'armée et finançait partiellement la construction d'avions militaires, les fameux Alexandre Nevsky, et des tanks Dimitri Donskoy. Il est important de remarquer que, dans les territoires occupés, les Allemands avaient ouvert les églises orthodoxes et que les prêtres, dans une très large mesure, avaient pris fait et cause pour les résistants. En effet, le clergé ainsi que les fidèles n'ont eu de cesse de cacher, de ravitailler, de soigner les partisans qui, en grande majorité, eurent la vie sauve grâce au courage et au dévouement sans limite de l'Église russe. Après ces deux textes, venons à cette page très importante de la Deuxième Guerre mondiale, le siège, le blocus de Leningrad. Et on pourrait se demander comment vivait la population à cette époque, à cette période. On pourrait dire que ce siège fut un des plus terribles qu'ait connu l'histoire de l'humanité. Siège qui va durer 871 jours. Le 8 septembre 1941, les divisions allemandes s'emparèrent d'une ville qui se trouve à la source de la Neva. Dès lors, l'armée allemande encercle totalement Leningrad et va débuter le blocus de la ville qui va durer, comme je le disais, 871 jours. Je vais lire un extrait d'un rapport allemand concernant ce blocus. Voilà ce qu'écrivaient les militaires allemands. Nous mettrons d'abord en place le blocus de la ville et nous la détruirons en utilisant l'artillerie et l'aviation. Au printemps, nous entrerons dans la ville. Nous emmènerons tout ce qui restera de vivant au fin fond de la Russie ou en captivité. Nous raserons Leningrad et donnerons à la Finlande la partie située au nord de la Neva. En 1941, au mois de septembre, la ville comptait 2 544 000 habitants, dont environ 4 000 enfants. À cela, il faut ajouter les habitants de petites villes, de banlieues, situées dans la zone du blocus, soit environ 343 000 personnes. En septembre, va commencer les bombardements et les tirs, les incendies. Et beaucoup de ces habitants vont essayer de s'enfuir, mais toutes les routes étaient coupées.
Au soir du 8 septembre, l'aviation effectua à 18h45 un raid aérien d'une extrême violence. Au cours d'une seule sortie, les bombardiers déversèrent sur la ville 3327 bombes incendiaires. Et immédiatement, plus de 178 incendies vont se déclarer. Et dans le ciel s'élève un immense nuage noir de fumée. Ces bombardements avaient touché les entrepôts de Badève. Ces entrepôts eux-mêmes subirent peu de dégâts. Mais l'existence de cet incendie donna naissance à la légende selon laquelle des ressources stratégiques de vivres étaient parties en fumée, expliquant la terrible famine que va connaître la ville. En réalité, cet incendie détruisit les réserves de sucre prévues pour 3 jours et celles de farine pour la journée, c'est-à-dire les réserves d'ordre courant. Il n'existait à Leningrad aucun plan sérieux de réserve alimentaire. La ville vivait grâce à un approvisionnement le jour, et à la fin de juillet 1941, il restait des réserves pour environ une semaine. D'ailleurs, constituer des réserves alimentaires pour une ville de près de 3,5 millions d'habitants était chose impossible, surtout dans les conditions des mois d'août et de septembre de cette année-là. Dès les premiers jours de septembre, on instaura des cartes de rationnement, des cartes alimentaires. Les restaurants, les cantines furent fermés. Le bétail des kolkhozes et des sovkhozes abattus. Et on distribua la viande à des points d'approvisionnement. Les céréales de fourrage furent moulues et utilisées comme complément à la farine de seigle. Dès que les habitants prirent conscience du blocus, ils devinrent soucieux. Pour être au courant de l'opinion de cette population, la censure militaire va ouvrir toutes les lettres. Celles des personnes exprimant des envies de sédition furent confisquées, entre autres. Et en août 1941, la censure confisqua près de 2% des lettres. Et en décembre, 20%. Voilà quelques extraits de ces lettres confisquées, qui sont conservées aux archives du FSB de Saint-Pétersbourg et de sa région. Permettez-moi de lire ce texte confisqué, censuré. Voici qu'écrit un Russe. La vie à Leningrad empire de jour en jour. Les gens commencent à gonfler, car ils mangent du senvé, graines de moutarde, avec quoi ils font de petites galettes. Déjà, on ne trouve plus nulle part de poudre de farine dont on se servait autrefois pour coller les papiers peints. À Leningrad, c'est une terrible famine. Nous allons dans les champs et les décharges,
où nous ramassons toutes sortes de racines, de fleurs, abîmées, de betteraves, fourragères et de mauvais choux. Et ça aussi, ça devient introuvable. Dans la rue, j'ai été témoin de cette scène. Le cheval d'un cocher est tombé d'épuisement. Des gens se sont précipités avec des haches et des couteaux et se sont mis à découper le cheval en morceaux pour les emmener avec eux. C'était vraiment effroyable. Les gens avaient l'air de bourreaux. À partir du 1er octobre, les ouvriers, les travailleurs du secteur du génie vont commencer à recevoir une ration de 400 grammes de pain par jour, les autres 200. La distribution d'autres denrées alimentaires diminua brusquement. Dans les usines de bière, on prit 800 tonnes de malt qu'on fit moudre. Dans les moulins, on récupéra toute la poussière de farine. Pour l'approvisionnement en vivres et en munitions, la seule voie de communication, c'était le lac de Lagoda. Alors, on va y organiser une artère vitale pour approvisionner la ville, victime du blocus. La population va nommer cette voie la route de la vie. Cette voie de communication eut un rôle aussi très important sur le plan stratégique, car elle servait à faire entrer dans la ville des renforts de troupes, des munitions, du carburant venus du fin fond de la Russie. On les transportait jusqu'à la rive occidentale sur des berges et des petits bateaux, puis par chemin de fer jusqu'à Leningrad. Les possibilités de passage par cette voie n'étaient pas très sûres. Les fortes bourrasques de l'automne, les incessants bombardements ralentirent le rythme de ces passages. Le 12 septembre jusqu'au 15 novembre, date à laquelle la navigation s'est officiellement arrêtée, on fit passer par le Lagoda plus de 24 000 tonnes de céréales, de farine, de gruau, plus de 1130 tonnes de viande, de produits laitiers et autres marchandises. Chaque trajet sur le lac était en fait un exploit. Les bourrasques de l'automne rendaient la navigation difficile. Le 20 novembre, l'épaisseur de la glace atteignit 180 mm. Alors, on y fit passer des convois tirés par des chevaux. 2 jours plus tard, le 22, ce furent des camions. Plus tard, on se mit à accrocher des traîneaux aux camions, ce qui permettait de diminuer le poids sur la glace tout en augmentant le chargement. Et la période des grands gels va permettre d'améliorer la situation. Si le 25 novembre, on avait pu acheminer 70 tonnes de vivres, un mois plus tard, c'est 800 tonnes. Durant cette période, 40 camions coulèrent dans le lac.
Les Allemands vont essayer de couper la route de ce que les Russes appelaient la route de la vie. Durant les premières semaines d'utilisation de cette piste, les aviateurs allemands tiraient sur les camions en faisant du rase-motte et cassaient la glace de la piste. Alors, pour couvrir la route de la vie, le commandement du front de Leningrad installa directement sur la glace des canons anti-aériens, des mitrailleuses, et fit aussi appel à l'aviation de chasse. Le résultat ne tarda pas. Le 16 janvier 1942, 2506 tonnes de marchandises étaient acheminées sur la côte occidentale au lieu de 2000 prévus. Le 24 avril, quand la couche de neige commença à se disloquer, on ferma la route du Lagoda. Du 24 novembre 1941 au 21 avril 1942, la route du Lagoda a permis de faire passer à la ville assiégée plus de 360 000 tonnes de marchandises. La ville va bien sûr connaître une famine terrible. Et on pourrait commencer en citant quelques vers d'Anna Akhmatova. Voilà ce qu'elle écrivait. 125 grammes de ration. Chut, il respire. Il est encore vivant. Il entend tout. De ses entrailles parviennent ses gémissements. Du pain. Il s'envole jusqu'au ciel. Mais une sentinelle sans pitié veille à chaque fenêtre. La mort. À partir du 13 novembre 1941, on réduisit les rations de pain données à la population. Les ouvriers, les travailleurs du secteur du génie reçurent plus que 300 grammes, tous les autres 150. Le 20 novembre, il fallut encore diminuer la ration. La population reçut alors la ration la plus faible de toute la période du blocus. 250 grammes pour une carte de travailleur, 150 grammes pour les autres, et la ville va connaître une terrible famine. Cette expression, une ration de 125 grammes à partager avec le feu et le sang, restera pour toujours un des symboles du blocus. Bien avant que cette norme, cette règle n'ait été fixée le 20 novembre 1941. On fixa la ration à 125 grammes de pain pour les inactifs. Mais elle fut augmentée dès le 25 novembre. Cependant, pour les habitants de la ville assiégée, c'était une catastrophe, car la majorité d'entre eux n'avaient pas été habitués à faire des réserves, et ils n'avaient rien d'autre que ce morceau de pain fait d'un mélange de sang et d'autres produits. De plus, on n'arrivait même pas chaque jour à recevoir cette ration. Le nombre des vols, des crimes perpétrés dans le but de s'emparer
de cartes de rationnement va augmenter brusquement. On commença à attaquer les wagons de céréales, les boulangeries. Tout servait de nourriture. On mangea d'abord les animaux domestiques. Les gens arrachaient les papiers peints derrière lesquels il y avait encore des restes de colle d'amidon. Pour remplir les estomacs vides avec n'importe quoi. Et on faisait de la soupe avec ce qu'on pouvait trouver avec des produits les plus extravagants. Mais malgré cette famine, la ville tient. Elle continue à vivre et à lutter. Les usines continuent toujours à fabriquer de l'armement, malgré la faim. Les ouvriers sont à leur poste. Les usines de Kirov étaient dans une zone exposée aux positions allemandes, mais on travaillait jour et nuit, derrière les machines. L'usine était parfois bombardée. Il y avait des incendies dans certains ateliers, mais personne ne quittait son poste de travail. Chaque jour, sortaient de l'usine des tanks qui allaient directement au front. Et entre novembre et décembre 1941, la production d'obus, de mines, dépassa le million d'unités par mois. En septembre et octobre 1941, l'aviation allemande va faire plusieurs raids chaque jour. Et chaque fois, quel que soit le nombre d'avions, l'alerte est donnée. Les gens se précipitent dans les abris, les caves, pour y rester quelques heures, jusqu'à la fin de l'alerte. Ces départs massifs d'ouvriers firent baisser le rendement de la production. On prit alors la décision de ne pas déclencher d'alerte. Même si ne pas déclencher d'alerte si les raids comprenaient qu'un ou deux avions, puis même s'il y en avait plus. Et la ville va se préparer à une éventuelle invasion des forces allemandes. On mit au point un plan pour lutter encore contre les troupes adverses. Dans les rues, au carrefour, on élève des barricades, des chevaux de frise, et environ plus de 41 000 positions de tir vont être construites et plus de 20 000 pièces d'artillerie vont être installées dans certains bâtiments. Malgré cela, la vie continue. Les théâtres étaient toujours ouverts. On montait de nouveaux spectacles. Les musées étaient ouverts aussi. Et pendant le blocus, la radio continua, la radio de Leningrad, à diffuser des émissions. Pour beaucoup d'habitants, c'était le seul lien, cette radio, qui les rattachait encore à la vie de la ville. Le jour où la radio va se taire, des gens vinrent au siège
de cette radio et vont demander que devons-nous faire pour qu'elle reprenne ses émissions. Sans elle, c'est vraiment trop dur. Le 10 décembre 1941, le directeur de l'Ermitage, l'académicien Orbelli, accueillit lui-même les personnes venues assister à la célébration du 500e anniversaire de la naissance du poète et savant Navoï, et fit un exposé sur le thème ancien des mythes orientaux, dont l'œuvre de ce poète était remplie. Le savant Lebedev fit une lecture de certaines des traductions des poèmes de Navoï. Il était si faible que ses amis le portèrent dans la salle. Quand les bombardements commencèrent, personne ne se leva pour partir. Ainsi, l'anniversaire de la naissance de ce poète fut célébré d'une manière très particulière cette année-là. Durant l'hiver 41, de nombreux savants s'installèrent dans les caves de l'Ermitage. C'était le fameux abri numéro 3. En février 1942, pendant les jours les plus durs, des architectes de l'académie, dont l'académicien Nikolski, y tinrent des réunions de travail et conçurent des projets concernant le futur de la ville. Ce n'était pas simplement des plans pour la construction, c'était ce qu'ils appelaient, et je reprends leurs termes, projet pour la renaissance de la Palmyre du Nord. Privés de lumière, de chauffage, affamés, transis de froid, ils imaginaient la ville nouvelle. Dans le même moment, dans le même temps, le NKVD, la police politique, notait les plaintes des habitants à l'encontre des autorités et du pouvoir soviétique. Je vais lire quelques extraits qui sont dans les archives. Nos dirigeants ont fait que le peuple en est arrivé à tuer, à manger ses propres enfants, et nous restons sans bouger, sans rien dire, comme des imbéciles. Il nous faut réagir avant que le monde ne meure de faim. Il est temps d'en finir avec cette guerre. Un autre extrait. Je suis étonné que la ville ne connaisse pas de révolte, ne connaisse pas les révoltes de la faim. C'est sans doute dû à l'état de grande faiblesse dans lequel se trouvent les habitants. La population ne fait plus confiance au pouvoir soviétique. Enfin, un autre extrait. Les gens continuent de mourir de faim, mais les dirigeants de Leningrad n'y prêtent pas attention. Ils estiment que plus il y aura de morts, plus il sera facile de procurer des vivres pour les survivants. Durant l'hiver 42, on décida de créer un orchestre symphonique sous l'égide du comité de la radio. Il fut dirigé par le violoncelliste chef d'orchestre Karl Eli Asberg. Et durant l'hiver 42, il était devenu si faible
qu'il ne pouvait plus marcher. Les médecins avaient diagnostiqué qu'il souffrait d'une anémie au 2e degré et ont dû l'amener au studio sur une luge d'enfant. Mais, dès le 9 avril, il put diriger les répétitions du nouvel orchestre. Et en ce qui concerne les musiciens, on en chercha à travers toute la ville. On réussit à constituer un pupitre de cordes, mais pour les vents, on eut beaucoup plus de difficultés. Les gens étaient si anémiés, si affaiblis, qu'ils n'avaient plus assez de force pour souffler dans les instruments à vent. Et certains s'évanouissaient lors des répétitions. Il fallut chercher des musiciens alors sur le front. Par la suite, on inscrivit les musiciens à la cantine du soviet de la ville. Ainsi, ils recevaient chaque jour un repas chaud.